Nous, historiquement, donc, les ateliers sont établis à Vitry-sur-Seine depuis bientôt 30 ans, et où là-bas on va s'employer à faire les prises d'empreintes, les moulages des sculptures, et afin d'en sortir donc les exemplaires en cire en positif, voilà, comme on peut voir là. Une fois les cires réalisées, retouchées par les artistes, on va venir les rapprocher de Bois-le-Roi, ou dans laquelle on voit là la fonderie, afin de pouvoir opérer ensuite au grappage de ces dites sculptures en cire, voilà, et va s'opérer tout le protocole donc de l'enrobage des moules réfractaires, afin de cuire, passer par une étape de cuisson où la cire va s'évacuer, d'où la technique de la cire perdue. Et une fois la cuisson opérée, au bout de 3, 4, 5 jours, selon le diamètre, le volume à cuire, on va venir insérer dans ces fûts les cylindres, les moules réfractaires, et par la technique du sous-vide, par aspiration, on va venir ensuite, là, comme on peut le voir sur les photos, là, ici même, on va venir, vous voyez, insérer le métal en fusion, voilà, dans le moule réfractaire. Les moules eux-mêmes, vous les faites à Vitry? Non, les cires sont faites à Vitry. On regroupe tout ici, ensuite, les cires. Et là, dans le laboratoire, on va assembler les cires les unes avec les autres. Vous voyez, comme on le voit sur la photo, là. D'accord? Les étais que l'on voit bleus et jaunes, les étais, ils servent à maintenir les sculptures dans l'espace. Il faut s'imaginer que les sculptures sont creuses, elles sont vides. Et les étais, elles ont donc deux effets. Elles tiennent les sculptures dans l'espace, mais c'est surtout que, dans un second temps, elles vont permettre, de la cuisson plus tard, de la cire de s'évacuer de ces moules réfractaires. Et ensuite, dans un temps suivant, on va venir retourner le moule et envoyer le métal en fusion. Donc toutes ces étapes de fonderie pure, de la cire jusqu'au brut de fonderie, c'est fait ici même. Voilà. Très bien. Et une fois qu'on a... Là, il n'y en a pas. Hein, et vous êtes installé ici, à quelle époque? Et là, on s'est installé depuis peu. Hein, on est ici depuis à peine 18 mois. D'accord. Voilà, où on a fait notre première coulée en septembre 2021. Et puis on tâche de faire que ça fonctionne, voilà, c'est plutôt pas mal. On a fait 2-3 embauches, on était 6, maintenant on est 9, avec moi 10, voilà, ce qui fait déjà un petit staff. Une petite équipe. Et donc, la finition, donc vous faites ici la fonderie. Donc, toutes les étapes que je viens de vous répertorier, là, ouais, donc le process donc, de la coulée, transformation de la cire en brut de fonderie. Une fois les brutes de fonderie nettoyées, lavées, on enlève la peau de fonderie, hein, ils sont sablés ou dans la microbilleuse qu'on voit là. Ensuite, ils repartent sur Vitry. C'est cela. Où là-bas, on a nos artisans bronziers d'art. Très bien. L'équipe des bronziers qui vont faire les ciselures, les soudures, les montures, les montages. Et enfin, ensuite, viendra peut-être la patine. Ah, peut-être. Bah, quelquefois, si vous ne le faites pas. Je casse et on recommence, si c'est pas bien. Très bien. Donc ici, véritablement, c'est une fonderie. Ah oui, là maintenant, là, 2 pieds dedans. Ouais. Ouais, j'aurais pas imaginé ça dans un des plus profonds de mes rêves, ou de mes cauchemars plutôt. Mais c'était ça où, encore comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était ça où peut-être la mort de mon entreprise, ou en tout cas la perte de mon indépendance, de ma liberté. Et vous mentionniez auparavant que beaucoup de fondeurs ne pouvaient plus suivre. Pourquoi ? Bon, les raisons, encore une fois, sont multiples. Les raisons, elles sont que, comme tous ces métiers de métallurgie, c'est devenu lourd, dur à porter. Voilà, les clients sont très exigeants. Les matières premières sont fort coûteuses. Les charges, enfin tout ce que peut asséner un artisan.
voilà, je ne suis pas très, très original, hein, je vais répéter que ce que disent tous mes collègues. Voilà. Donc forcément, c'est au détriment. Hein, c'est au détriment de la qualité, c'est au détriment de plein de choses. Donc on essaie de respecter une qualité, on essaie d'être un peu plus cher que les confrères, voilà, de maintenir malgré tout des prix et à la fois compétitifs et à la fois au-dessus du lot. Voilà, voilà, parce que j'ai une exigence, parce que je me suis construit une réputation et auquel je travaille au quotidien, à chaque respiration, donc ça a un prix. Voilà. Et c'est comme ça, il n'y a que comme ça que je m'en sortirai. C'est important pour survivre sur le marché. Bah absolument, absolument. Hier soir au musée Bourdelle, où je suis allé livrer là, ils sortent de deux ans de travaux eux aussi là, et donc on a été sollicité pour faire on leur a fondu des plaques fondues avec des échantillons de différentes patines pour un matériau pôle, vous savez, pour qu'on voit les différentes matières qu'utilisait Bourdelle. Antoine Bourdelle. Ouais, c'est intéressant. Et donc ils ont fait un lieu très ludique et pédagogique où on voit les différentes étapes de fonderie, les étapes de modelage, de taille de pierre, voilà, dans le futur, le nouveau musée Bourdelle qui va ouvrir là. Qui rouvre. Oui, qui rouvre là dans les prochains jours, là, dans 10 jours. Là. Très bien. Vous faites aussi, j'ai vu sur votre site, de la restauration. Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est une partie non négligeable et auquel j'attache de l'importance. Hein. Le patrimoine, c'est à mes yeux, c'est partie d'un ensemble. Et le patrimoine, voilà, l'histoire de nos ancêtres, de nos anciens, et de redorer le blason, c'est-à-dire redorer de refaire vivre un bronze qui a subi les intempéries, qui a subi les maltraitances diverses, de redonner vie, comme l'an dernier, là-bas, à Couilly, Pont-aux-Dames, Seine-et-Marne, en somme, c'est une très belle histoire. Hein. On a refait vivre un Molière et un Coquelin. Donc Coquelin et Coquelin. Coquelin, donc notre ami Molière, et Coquelin était le premier administré de la Comédie Française à la fin du 19e. Magnifique. Et pourquoi j'attache de l'importance à la restauration d'un bronze? C'est parce qu'en somme, je rencontre des gens assez dingues, assez ouf, quoi, un peu comme vous. À vrai dire, c'est ça qui un peu m'attire. Bon compliment. Voilà. C'est ça, oui, avec ma poésie à moi, de fondeur. Hein. J'apprécie. Ouais, moi, ça m'excite beaucoup d'aller gratter, d'aller savoir pourquoi on a fait appel à tel artiste, comment il a décroché son chantier. Les processus de fabrication, la technique, c'est génial. Et puis voilà, là l'histoire de Couilly-Pont-aux-Dames, en somme, ce type, premier administré, qui était reçu quand même par l'empereur de Russie, par les grands dignitaires de ce monde. Ils sont venus à Couilly-Pont-aux-Dames, le roi d'Angleterre, enfin des trucs de dingue, on n'a pas idée. On n'a pas idée. Et il a fait donc un bâtiment empli de gargouilles, des bustes de tous ceux qui étaient les comment dit-on de la Comédie Française, les titulaires. Les sociétaires. Les sociétaires, merci. Merci Hervé. Donc les sociétaires de la Comédie Française, donc on a comme ça dans des niches, hein, dans des loges, tout extraordinaire, avec un pigeonnier, c'est un parc qui fait 5-6 hectares, avec un théâtre à la grecque, à l'antique. C'est au 19e. Oui, c'était 19e, ouais. Ils venaient par la gare de l'Est, ils venaient en train, avec leurs ombrelles, là, passer le dimanche. Au bord, il y a un rue qui traverse le parc, il y a un magnifique potager. Voilà, on a passé là 3 semaines à restaurer, au mois de juillet dernier, 2 bronzes. Coquelin, en tenue de Seine, et Molière. Magnifique. Ouais. Magnifique. Voilà, alors, comme je suis un petit peu comédien sur les bords. Oui, mais là, c'est tout, comment dirais-je... Je ne peux pas mieux vous décrire comment j'aime la restauration du patrimoine. Voilà, mais c'est tout le glamour aussi. Absolument. Il y a ce côté. Bien sûr, rencontrer la directrice, jeune directrice conservatrice de cet espace. Alors, donc, qui est un espace qui est devenu, pour lui, la maison de retraite des sociétaires de la Comédie Française. Ah, ça c'est intéressant. C'est ça qui est socialement parlant très intéressant, très fort de sa part. C'est qu'en somme, il n'a pas fait ça pour juste son petit nombril, sa petite gloriole. Il l'a fait pour accueillir, parce que forcément tout le monde n'avait pas son talent, tout le monde n'avait pas le sou, hein, le cachet, pour
s'enrichir pour devenir le bourgeois gentilhomme. Et alors, dans ce souci de savoir que dans le lot, il y en avait qui allaient se retrouver sur le carreau, et plutôt que de voilà, eh bien, il les accueillait afin qu'ils finissent une vie paisible là, dans cette. Donc il y avait un but philanthropique. Incroyable. Magnifique. Absolument. Magnifique. Hein? Alors, sur un autre niveau, si je peux me permettre de vous poser cette question, j'ai vu aussi sur votre site que vous créez du mobilier d'art. Voilà. Alors ça, c'est un autre aspect de votre travail. Une autre corde à mon arc, voilà. Parce que je suis boulimique, parce que je suis curieux, parce que je suis que vous avez une première exposition chez Harrods. S'il vous plaît. Voilà. La grande classe. Hein. Absolument. Par la BPI France, j'ai été retenu. C'était moi qui étais impressionné. On se rend compte un peu le petit artisan que je vous suis. n'êtes pas le petit artisan. Que je suis. Bah oui, enfin bon, il a été petit. Bon, maintenant, maintenant on s'affirme un peu plus. Bon, avec beaucoup d'humilité. Hein, il faut de l'humilité quand on est un artiste à tous les niveaux, c'est certain. Et donc on s'est amusé 2008-2010 pour résumer crise des subprimes, là tout ça, donc plongeons mais de vertigineux en chiffre d'affaires. Mon gros client, ça m'a valu de leçon d'ailleurs, décide à travers son marchand, oh là là, le Candide, il commence à me fatiguer, ce qui est peut-être pas faux hein, d'ailleurs. Hein. Bim, ils sont partis en Thaïlande. Là, c'était moins cher. Hein. Il y avait, avec 10 bols de riz, ils avaient le salaire d'un de mes employés, hein, forcément. Ça permet de faire couler les bronzes. Mais au bout d'un moment, le bol de riz, ça constipe. Moyennant quoi, les bronzes étaient de moins bonne qualité au bout d'un temps. J'allais dire. N'est-ce pas? Voilà. Donc du coup, ils sont revenus. Alors, pas chez moi parce que... Hein, ok. On va le prendre que pour un Candide. Et j'aime beaucoup votre sens de l'humour. Oh là là. Oh là là. Et il faut l'avoir pour survivre, n'est-ce pas? Et tout ça pour dire que, donc, plutôt que, selon les dires de mon expert comptable, cher Tourner, faut dégraisser le mammouth, faut virer la moitié du personnel. Je ne l'entendais pas ainsi, moi je ne pouvais pas, en passionné, puriste, et puis des gens que vous avez formés et autres, leur dire, maintenant, il n'y a plus de travail, salut, au revoir. Non, on s'est accroché. Bon, il y en a qui ont fini par partir, plus ou moins pour différentes raisons. Mais je me suis accroché, on s'est accroché, on a sorti les cartons à dessin et moi-même. Et on s'est amusé à sortir cette collection. On a à peu près 25 pièces à la collection de mobilier luminaire. Voilà. Et là, j'ai vu que vous employez ou vous créez des techniques tout à fait innovatrices. Vous pensez à quoi? Je pensais, je ne me souviens plus du nom, à cette surface de votre mobilier particulier. La trame, là, je vois. Voilà, la trame. C'est ça, comme ça qu'il l'appelait. C'est mon fils qui l'appelait ainsi. Voilà. Donc le mot m'avait échappé. Mais ça, donc c'est vous qui avez... oui, les associations de matières entre le bois, le chêne clair brossé, le cuir, le verre, et donc ce bronze que je maltraite pour en sublimer la substance, voilà. Oui, non, j'ai très bien vu, ça m'a beaucoup interpellée parce que j'ai vu là une vision extrêmement, comment dirais-je, holistique du matériau, de la technique, etc. Et alors, revenons à vos ancêtres qui ont débuté comme orfèvres. Orfèvres, oui, ça. Est-ce que vous avez vous-même cette dimension dans votre travail ou non? Pas du tout. Forcément, hein, c'est l'héritage des ateliers d'orfèvrerie de mon grand-père à Porto, Portugal. Donc moi, j'ai hérité, j'ai surtout eu la chance de grandir entre les deux pôles, Porto et Paris, Paris et Porto, les ateliers de mon grand-père à Porto. Ah, les ateliers de votre grand-père étaient encore... quand j'étais gamin. Ah, ça c'est intéressant. Ah, c'est très intéressant, oui. J'ai une double culture, donc je suis binational. Et donc j'ai passé jusqu'à mes 17 ans. Il est parti, j'avais 17-18 ans. Et jusqu'à mes 17 ans, je passais 3-4 mois de l'année à Porto, Portugal. Alors peut-être pas à 17, mais jusqu'à mes 13-14 ans, jusqu'à ce que je rentre à l'école Boulle à 15-16 ans. Je descendais sur la petite caravelle qui m'emmenait, la Air Inter, hop là, jusqu'à Porto.
Et ça, c'est très intéressant parce que j'ai vu naturellement que vous êtes diplômé de l'école Boulle, de l'école du Perret. En cours du soir. Mais vous avez cette base, si l'on peut dire, cette tradition portugaise. Absolument, les fondamentaux, ils sont. Absolument, les fondamentaux, les bases, elles sont ancrées donc, entre une culture franco-portugaise, d'un grand-père qui était orfèvre, et donc repousseur sur métaux, dont on a des répliques. On a des quelques pièces mères dans le showroom à Vitry, voilà. Où nous allons vous rendre visite. Où vous serez les bienvenus, bien sûr, parce que je pense que encore la ville de Troyes qui était là ce matin, voilà. Nous avons commencé par Bois-le-Roi parce que comme vous pouvez la proximité, c'est la proximité et notre site, notre association est à Bois-le-Roi. Mais naturellement, il faut... Mais par extension, forcément. Il faut absolument que nous nous rencontrions à Vitry et que nous voyions votre travail. L'histoire de cette entreprise et pour surtout... moi, ce qui auquel j'attache beaucoup d'importance, maintenant, après plus de 40 ans de métier, j'ai encore de bons restes, je vais tâcher encore les emmerder un peu, là, mes jeunes, mais c'est que je suis sur l'idée et de transférer, de tâcher de trouver un foncier ici sur le pays de Fontainebleau, où j'ai été vraiment adorablement accueilli, où j'ai eu à travers ce prix une écoute de la part de Monsieur le Président Goury, de la part de David Antillac, et qui me soutiennent et qui trouvent quand même assez ouf que je suis un petit peu ouf, mais que derrière ce côté un peu fou, il y a du concret, il y a un projet. Voilà, il y a du solide. Un projet d'avenir. Il y a un accompagnement. 30 ans que je suis à mon compte, après 10 années dans la plus grande fonderie, c'était le Hermès de la fonderie qui était susfondeur. J'ai vu cela aussi, très impressionnant, la première fonderie de France. En somme, je vais louer. 18e. Bien sûr, oui, Alexandre Dumas en parle dans un serment. Non, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Alors bon, ça aurait pu être. À l'époque, il y a Godard aussi, un grand fondeur, Valsuani. Il n'y avait pas que, il y avait Landowski. Tout ça, c'est des noms. Mais c'était quand même la première en France. Ah oui, je pense. 1790. Ah oui, en termes de chronologiquement, vous voulez dire. Ouais, mais moi, quand j'y suis allé, c'était un peu plus récemment. Ah oui, quand j'y rentre en 82, je loupe l'entrée aux Beaux-Arts, bam, je me prends une bonne claque. Et puis, j'avais postulé. Pour ça, je voulais postuler aux ateliers du Louvre. Sauf que pas de bol, ils n'ont pas de section bronze. Oh! Tu vois, moi, je me voyais bien frimer au Louvre, la Comédie Française en face, enfin voilà quoi, en famille quoi. Et bien, pas de bol, non, on ne coule pas de bronze au Louvre. Voilà. Donc, on sous-traite. Et puis, moi, je me souvenais que gamin, on allait avec papa chercher les sacs de lin remplis de bronze de luminaire, de bronze d'ornement pour tous les grands fabricants du faubourg où papa avait ses ateliers. Et nous allions, quand j'étais gamin, chez Sus. Et donc, ça, c'était pas resté, c'était resté dans ma petite boîte crânienne. Et j'y avais vu ces Pénélope de Bourdelle, j'y avais vu ces Rodin, ces Brancusi, César. Très inspirant. Dingue. Et donc j'ai postulé, je suis rentré, j'étais animateur de colo à l'époque, j'entends encore maman appeler « Candido, faut que tu viennes vite, Sus a appelé. » Voilà, c'était comme si c'était... mais susfondeur, c'est l'équivalent, on peut dire, du Hermès ou du Louis Vuitton, tu vois, dans le cuir. C'est dans les années 80, 70-80. Giaco arrivait là-bas en loc. Moi j'ai travaillé avec des gars qui ont été les compagnons de Giacometti, de Brancusi, de Chana Orloff. Quelle transmission! On est compte, pour moi, le gars pas passionné de la chose, j'ai pas besoin de drogue ou de haki. J'avais ma matière là, brute. Il faut avoir cette passion, n'est-ce pas, pour être dans le monde de l'art. Et d'une certaine façon, le fait que vous n'êtes pas allé aux Beaux-Arts était un mal pour un bien. Complètement. Voilà. Un vomi pour un rendu. Exactement. Voilà. Parce que, en somme, je me serais cherché, moi, j'ai des ambitions, Rodin de l'an 2000, le Mad Max de la sculpture. Je suis arrivé à la fonderie, le diplômé de mes deux, là, tu vas foutre tes diplômes à la benne, là-bas, tu vas venir prendre la brosse et puis astiquer le bronze, là, de César. Retour. Voilà, la réalité. Voilà.
Bam. Parce que On va chercher le vin rouge pour le vin chaud de demain matin. c'est ça l'art. Moi, en tant qu'historienne d'art, je disais à mes étudiants, avant que vous ne voyiez une œuvre d'art dans un musée, il y a une personne devant une toile ou devant un morceau de glaise qui a véritablement créé cet objet. Moi, je crois que c'est pour ça que c'est très important de faire parler des personnes comme vous. Véritablement, vous êtes artisan d'art et vous avez en vous, si vous voulez, toute cette tradition qui vit à travers votre travail. Ouais, Et c'est ça très important. Ça rejoint ce que vous dites. En somme, c'est un mal pour un bien en ce sens où, si vous voulez, très vite, j'ai compris qu'il valait mieux, ça je l'ai répété tout le long de ma carrière, il valait mieux que je sois un bon artisan au service des artistes, avec ce qu'a été mon enseignement. Ce qui a été, et cette passion. Voilà. Et il faut en parler, oui, parce qu'on vit de cela, bien finalement. sûr, il va sans dire, c'est ce qui nous fait tenir en même temps. Et donc ça a été vraiment un accélérateur pour moi. Et très vite, j'ai compris ça. Et très vite, en somme, carton un dessin de côté, et on va s'investir pleinement à l'écoute des artistes, être leur serviteur, Oui, mais être leur dévoué. apportant vous-même votre propre art. Et à partir de là, si Voilà. vous voulez, j'ai pu, au fur et à mesure du temps, déjà les comprendre beaucoup plus vite qu'un autre, parce que j'avais la formation de modeleur, de dessin artistique, de dessin industriel et autres, et donc travailler une tension dans l'espace, dans un volume et autres, tous des langages techniques qui sont propres. Vous connaissiez le vocabulaire. Exactement, et donc ça facilite grandement. Bien sûr. Et je crois que c'est ce qui me rend aujourd'hui pleinement, c'est qu'ils viennent chercher chez nous cela, cette rigueur, cette écoute. Hein. Pour conclure avec notre première rencontre, si je peux dire, Éphémère, finalement, il y a en vous non seulement cette double tradition donc portugaise et française, mais aussi cette double aspect de l'artiste, de l'artisan que vous réunissez avec tellement de succès. Ça me correspond bien, franco-portugais. Voilà. Voilà, blonde ou brune selon les jours.